Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne réalisée et produite intégralement par Adoc Solutions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux écosystèmes et aux émissions de carbone. Pour nous accompagner lors de cette conférence en ligne, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Levillain. Bonjour Antoine Levillain. Bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Vous êtes doctorant en écologie à l'I2ES et à l'ICEM. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter le sujet de votre thèse? Alors oui, comme vous venez de l'évoquer, je suis doctorant. Je vais bientôt commencer ma troisième année de doctorat au sein de l'IES et de l'ICEM, qui sont des instituts spécialisés en écologie et en évolution. Donc moi, je suis spécialiste de l'écologie théorique et de la modélisation, c'est-à-dire que je m'intéresse aux aspects mathématiques, informatiques, modélisatoires des problématiques en écologie. Et donc, via ces approches, j'étudie les écosystèmes d'herbiers marins, qu'on qui je pense qu'on va évoquer, je pense, tout au long de cette conférence, puisque je m'intéresse notamment à la dynamique du carbone au sein de ces écosystèmes, et j'essaie un peu de modéliser comment maximiser le stockage du carbone, quels sont les déterminants théoriques de la dynamique du carbone, etc., en lien avec les changements globaux. Donc voilà. En effet, tout au long de cette conférence en ligne, on va aborder certains éléments de votre thèse. Mais pour commencer à aborder ce sujet d'écosystème émissions de carbone, euh, d'abord, on va définir le terme d'un écosystème. Un écosystème, c'est quoi, Antoine Levillain? Alors, en fait, un écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants dans un environnement qui interagissent entre eux, pardon, et avec cet environnement. Donc voilà. Cette interaction, elle peut être de différentes natures. Elle peut être trophique, comme on dit techniquement, c'est-à-dire alimentaire, sexuelle, ça peut être reproductif, voilà, etc. Toutes les interactions entre les êtres vivants et avec leur environnement, au sein d'un environnement. Vous venez d'évoquer l'environnement. On va faire directement en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Comment les écosystèmes sont liés aux émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'elles captent toutes du carbone ou pas? Et quel est le fonctionnement de captation si c'est le cas? Alors non, pas tous les écosystèmes captent du carbone. En fait, ça dépend. Donc déjà, ça dépend si on les considère dans leur état naturel ou pas, c'est-à-dire sans l'impact de l'homme sur ceux-ci. Quand on pense à l'écosystème, à plus de carbone, on pense assez naturellement aux forêts, qui sont des énormes puits de carbone de par la surface qu'ils occupent et de par leur capacité à stocker le carbone, que ce soit dans le sol ou au sein de leur tissu, des troncs, des branches, des feuilles, etc. Mais on a certains écosystèmes ces écosystèmes-là, par exemple, dans certaines phases, ne stockent pas du carbone. Par exemple, on peut avoir des feux de forêt qui sont d'origine naturelle et pas anthropique. Dans ce cas-ci, l'écosystème sera sera une source de carbone, pardon, et non pas un puits. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de l'écosystème et de son état aussi et surtout. Et notamment, on va l'évoquer encore une fois tout au long de la conférence, mais de l'impact de l'homme sur ceci. Entendu, là vous avez parlé d'écosystèmes qu'on connaît un peu plus empiriquement, chacun d'entre nous, les forêts, les végétaux, etc. Mais il ne faut pas oublier également les écosystèmes marins. Oui, oui, on a notamment pour ce qui est de la question des puits de carbone, la plupart du carbone est stocké par les écosystèmes marins, qui s'explique premièrement par la surface occupée par ceux-ci sur la planète Terre, donc environ 70% il me semble, et par la productivité de ces écosystèmes. Et je parlais en introduction de mon sujet de thèse, je parlais des herbiers marins, en fait, qui sont des plantes côtières, des écosystèmes côtiers, donc marins, qui sont notamment d'énormes puits de carbone. Donc oui, effectivement, on a tendance à oublier ces écosystèmes-là, mais ils jouent un rôle très important dans le cycle du carbone. Entendu. On parle de ces écosystèmes qui représentent une certaine diversité d'espèces végétales, animales et leur synergie entre elles. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui perturbe leur développement et même pousse à leur extinction? Alors, on a plusieurs facteurs qui influencent les écosystèmes. En tout cas, ils ont été listés et quantifiés, ces facteurs d'influence
sur la biodiversité par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la question de la biodiversité des écosystèmes. Donc voilà, donc on y reviendra plus tard, notamment via un graphique tout à l'heure, mais on y retrouve les espèces invasives, le changement d'utilisation des terres et des mers, donc, typiquement le fait de raser une forêt pour y cultiver du soja au hasard, le changement climatique, mais aussi la pollution, voilà, etc. Et si on se ressente un peu plus sur le sujet de cette conférence en ligne, sur les émissions de gaz à effet de serre et évidemment le lien avec l'activité humaine, est-ce que du coup l'activité humaine joue un impact direct et du coup sur ces écosystèmes? Est-ce que du coup cet impact-là perturbe la capture des émissions de carbone qui ensuite jouent un effet sur le climat et le réchauffement climatique? Alors oui, très clairement, on a évidemment une origine anthropique du changement, des changements globaux, du changement climatique, du fait des émissions de GES d'origine anthropique humaine. Et ça passe très clairement, comme c'est évoqué dans les rapports du GIEC, par l'utilisation de combustibles fossiles, d'un côté, et aussi du fait de la dégradation des écosystèmes. Là, c'est le deuxième plan, plutôt celui auquel on s'intéresse aujourd'hui. Et en fait, on a des formes ce qui est un peu piégeux et dommage pour nous, si j'ose dire, c'est que ces écosystèmes-là, on a ce qu'on appelle des mécanismes de rétroaction, c'est-à-dire que plus ils sont dégradés et plus ils vont émettre de carbone, ou moins en stocker, ce qui revient au même dans le bilan net au final, et plus ils seront impactés ensuite, etc. Donc on a des mécanismes en boucle comme ça, des effets de seuil, et donc on a très clairement un mécanisme amplificatif, ça devient de plus en plus dur en fait de protéger leur capacité à stocker le carbone lorsque le système s'emballe. Du coup, certaines activités humaines qui peuvent impacter négativement certains écosystèmes peuvent générer un cercle vicieux. Exactement, oui, exactement. Typiquement, si on, voilà, l'exemple le plus connu que j'ai évoqué juste avant, mais le fait de raser une forêt pour y cultiver du soja, par exemple en Amérique du Sud, on va impacter la capacité de stockage de carbone de ces écosystèmes, de ces forêts qui vont devenir des champs cultivés de culture. Et donc on aura plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puisqu'il y en aura moins de capturés par les forêts coupées en question. Et donc du coup, on aura plus souvent une température plus importante, plus de sécheresse, plus de mortalité des arbres, etc. Donc c'est un schéma très classique, ces phénomènes de boucle, d'amplification, et on les retrouve malheureusement dans la logique plus de carbone et biodiversité, protection des écosystèmes. Vous me faites un lien parfait avec ma prochaine question. Euh, les écosystèmes directement impactés par l'activité humaine peuvent aussi avoir d'autres implications négatives pour nous, les humains. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples? Alors oui, donc comme on peut le voir sur le graphique que j'ai fourni, donc il est fait mention en plein milieu de services écosystémiques. Donc d'abord, de quoi il s'agit en fait, c'est l'ensemble des services qui sont procurés à la société par les écosystèmes. Et ceux-ci ne sont pas uniquement d'ordre monétaire. On pourrait penser par exemple à la pollinisation, pardon, qui augmente le rendement des cultures, et donc on a un impact financier pécunier direct, mais on a d'autres dimensions en fait à la valeur des écosystèmes, ce qui est souvent le grand oublié, notamment dans les décisions politiques, publiques à ce sujet, ce qui peut-être est une des raisons pour lesquelles voilà, on ne les protège pas assez. Donc on a des dimensions par exemple culturelles, on peut penser aux peuples indigènes d'Amérique du Sud, des valeurs spirituelles et religieuses, mais aussi on a des mécanismes d'approvisionnement, de filtration de l'eau douce. Donc typiquement, dans le cas présent, on pourrait essayer d'approcher la valeur qu'a la forêt dans la filtration de l'eau douce, en comparant le coût que ça aurait de ne pas avoir de forêt, mais avoir une station d'épuration, ce genre de choses. Donc voilà, on a de nombreux services qui sont fournis, et ça passe pas uniquement par la captation du carbone et donc la régulation du climat, mais ça passe aussi, comme j'ai dit, par la pollinisation, le cycle de l'eau, etc. Et voilà.
Ok, on voit bien sur ce graphique l'ensemble des apports qu'un écosystème, des ressources peuvent apporter directement à notre système de fonctionnement. Et on voit bien du coup toutes les branches que cela peut avoir et toutes les implications négatives que cela peut avoir sur nos activités. Typiquement, pardon, pour revenir là-dessus, pour reprendre l'exemple de la forêt, qui est l'exemple classique de l'écosystème, disons, notamment lorsqu'il s'agit de parler de carbone. Voilà, le fait de se promener en forêt, de ramasser des champignons, ça, on accorde une valeur à ça, et pourtant on ne paye pas pour accéder à ces services. Et le fait de détruire la forêt, on perdrait ces services en détruisant la forêt. Donc la forêt elle a bien une valeur au-delà des aspects purement pécuniers. Donc ça se résume en gros à l'exploitation de son bois ou à la chasse, et la chasse notamment. Mais il y a d'autres formes de valeurs, comme on évoquait juste avant. Je viens de parler de l'aspect récréationnel, etc. Et en fait, il y a de nombreux travaux là-dessus qui ont essayé d'estimer la valeur des forêts. Donc, ça dépend du contexte, évidemment, etc., et des personnes. Mais si on prend en compte toutes ces valeurs, toutes ces dimensions de la valeur, en fait, on se rend compte que la forêt a 2 fois plus de valeur que celle qu'on lui attribue d'un point de vue purement pécunier, exploitation de exploitation. Donc, c'est vraiment loin d'être négligeable. Et donc là, on voit bien l'intérêt et le rôle crucial qu'a la protection de la biodiversité des écosystèmes dans la protection contre le changement climatique et tout ce qui est en lien avec ça. On vient d'achever une première partie qui nous permet de comprendre les enjeux des écosystèmes. On va essayer de maintenant comprendre un peu l'évolution de ces écosystèmes déjà. Euh, est-ce que, quelles sont les différentes origines de dégradation des écosystèmes? On a commencé un petit peu à l'aborder en parlant soit de l'activité humaine, soit des événements qui sont plutôt naturels. Mais est-ce qu'on peut un peu plus aller dans le détail, notamment sur les activités humaines? Est-ce qu'il s'agit de pollution, destruction, autres? Est-ce qu'il y a une grande diversité d'atteintes aux écosystèmes? Alors justement, sur les graphiques que j'ai fournis, que vous voyez apparaître à l'écran, donc, notamment on va s'intéresser à celui de gauche. Je suis désolé, il est en anglais, mais je vais essayer de le traduire aussi bien que possible. Donc là, on s'intéresse de haut en bas à différents types d'écosystèmes, typiquement terrestres, eau douce en deuxième et marin en troisième. Et quelles sont les origines de leur dégradation, direct drivers en anglais. Et donc on voit très bien qu'on a un, 2, 3, 4, 5, disons, facteurs principaux de dégradation des écosystèmes. Et un qui ressort très notamment, je vais les citer dans l'ordre, mais le plus important c'est mentionné ici comme Land and Sea Use Change, donc c'est le changement d'utilisation des terres et des mers. Donc c'est pas anodin le fait que j'ai cité depuis tout à l'heure le fait de déboiser pour y faire de l'agriculture. Donc c'est typiquement ce à quoi ça fait référence ici. Ça peut être de l'aquaculture lorsqu'on parle des écosystèmes côtiers marins. Donc voilà, donc le changement d'utilisation des écosystèmes, des forêts, des prairies, des côtiers marins, notamment à des fins agricoles. C'est vraiment le pire du pire. Ensuite, en deuxième, on a l'exploitation directe de ces écosystèmes. Et c'est notamment très marqué pour la troisième flèche, ligne avec, qui établit tous les facteurs d'impact sur les écosystèmes. Donc là, on est dans le cas des écosystèmes marins et on comprend assez bien qu'il s'agit en fait de la pêche en fait. Donc on exploite directement les ressources de l'écosystème, typiquement la pêche, mais ça pourrait être aussi le bois dans le cadre des forêts, des écosystèmes terrestres. Donc voilà, donc c'est dans le seul cas où le changement d'utilisation des terres n'est pas le plus important, c'est pour les écosystèmes marins et c'est vraiment la pêche qui a le plus d'impact. Mais le changement d'utilisation des terres et des mers est quand même le deuxième facteur dans ce cas-là et de loin le premier dans les autres, pour les autres types d'écosystèmes. Ensuite, en troisième, on retrouve le changement climatique. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment en évoquant ces boucles de rétroaction, ces systèmes d'emballement, en fait. C'est-à-dire que bah, l'augmentation de la température globale à l'échelle planétaire entraîne la dégradation des écosystèmes, ce qui en retour peut entraîner une diminution de leur capacité à capter le carbone et donc aggraver le changement climatique. Donc on voit assez bien ici
le lien intrinsèque entre les deux, entre la question de l'environnement, de la biodiversité, des écosystèmes et la question climatique. L'un impacte l'autre et on a ces boucles d'emballement. Et en dernier, à peu près égalité avec le changement climatique en fonction du type d'écosystème. En avant-dernier, pardon, on a la pollution. Et en dernier, les espèces invasives. Donc voilà, donc typiquement les espèces invasives, il peut s'agir du frelon asiatique en France, pour ce qui est de la pollution, le rejet des eaux usées des usines dans le Rhône, etc. Donc voilà les principaux facteurs d'influence, de dégradation des écosystèmes. Et vraiment à retenir le changement d'utilisation des terres, c'est de très loin le plus important. On vient de le voir, on vient de voir l'ensemble des facteurs qui impactent directement les écosystèmes. Est-ce on peut les quantifier? On peut quantifier aussi l'impact pour les espèces? Alors oui, donc c'est ce qui a été entrepris, donc déjà pour ce qui est des facteurs qui expliquent la dégradation des écosystèmes, voilà, sur la base de la littérature, une revue littérature, comme je le disais tout à l'heure, je recite puisque c'est une mine d'or d'informations, mais l'IPBES qui produit un rapport qui est l'équivalent du GIEC pour les questions de biodiversité et dégradation des écosystèmes. Donc je vous invite à aller y voir si vous vous intéressez à ces questions. Mais concernant plus spécifiquement les espèces et les extinctions d'espèces associées à ces dégradations d'écosystèmes, on voit bien sur le graphique de droite qui représente en fait, donc c'est un taux d'extinction cumulatif, c'est-à-dire que chaque espèce qui s'éteint s'accumule le long de la courbe et la courbe augmente, ne peut pas diminuer au cours de temps, elle ne fait qu'augmenter. Et plus la courbe est haute et plus il y a d'espèces qui se sont éteintes dans l'intervalle de temps. Donc si on s'intéresse un peu à différents taxons, donc c'est-à-dire à différents types d'espèces qui ont été étudiées, les populations, on voit qu'on a des taux d'extinction. En fait, on avait déjà une extinction avant que l'homme ait un impact sur les écosystèmes. C'est ce qui est représenté ici par le trait en pointillé background, qu'un taux d'extinction, disons, naturel, normal, puisqu'il s'agit d'un processus naturel, même lorsque l'homme n'intervient pas. Mais on voit très bien ici qu'on a des taux d'extinction, et notamment dans les 2 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, très clairement, qui sont très au-dessus de ce taux d'extinction naturelle et qui accélèrent. Donc voilà, donc on est très très au-dessus des taux d'extinction naturelle. Là, on voit différentes catégories d'espèces, les mammifères, les vertébrés, les oiseaux et autres vertébrés. Est-ce que il y a une différence entre les écosystèmes marins et terrestres? Est-ce qu'il y en a une partie qui est plus touchée que l'autre? Alors, difficile à dire, puisque je pense que en fait, ça dépend des régions du monde. Je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été entrepris à l'échelle globale de la Terre entière, mais je sais que voilà, typiquement les écosystèmes qui sont très impactés, dont il est, dont il est souvent fait référence dans la littérature scientifique, c'est très, très clairement les forêts tropicales et les écosystèmes côtiers, notamment du fait de l'exploitation de leur exploitation et de la pêche, etc. Donc oui, je ne peux pas répondre exactement, mais en tout cas, s'il y a bien 2 écosystèmes de par leur importance et qui sont souvent évoqués par les scientifiques du fait de leur dégradation inquiétante, ce sont bien les écosystèmes, les forêts tropicales et les écosystèmes côtiers. Très bien. Donc oui, on a une certaine hétérogénéité à l'échelle mondiale sur la dégradation des écosystèmes. Euh, Cette hétérogénéité, est-ce qu'on a des éléments qui permettent de l'expliquer? Est-ce que c'est l'activité humaine principalement, ou il y a des facteurs géographiques qui rentrent en compte, ou d'autres éléments qui permettent d'expliquer ça? Alors, donc comme on peut voir sur le troisième, enfin, le quatrième graphique que j'ai amené dans ma valise aujourd'hui. Ici, on s'intéresse en fait à la part des terres émergées couvertes de forêts dans plusieurs pays. On voit très clairement que, commençons par les États-Unis, la France et l'Angleterre, qui sont les trois courbes en bas, en bleu, en vert et en orange. On a une diminution du couvert forestier, en fait, qui a commencé lors de la sédentarisation de l'homme il y a 10 000 ans, jusqu'au tournant du 18e, 19e siècle en fonction des pays, et puis un reboisement progressif
En fait, c'est très clairement lié à l'augmentation du rendement dans l'agriculture. Donc on voit bien qu'il y a des, en fait, il y a des dynamiques au-delà de l'aspect géographique, notamment lorsque après j'évoquerai le cas d'autres pays, plutôt émergents en développement, qu'on a des questions socio-économiques qui peuvent impacter qui entraînent une hétérogénéité dans l'impact des écosystèmes à travers le monde. Par exemple, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, du Brésil et de l'Indonésie, j'ai pas pris ces trois pays au hasard, puisqu'en fait, il s'agit des trois pays avec les trois plus grosses forêts tropicales. Euh, on voit bien qu'on a une déforestation rapide, même si le couvert forestier est encore important, rapide et qui continue de nos jours. En fait, c'est lié à un système économique qui repose beaucoup plus sur l'extraction des ressources, sur l'agriculture, et notamment l'exportation de l'agriculture, la spécialisation dans l'agriculture, alors que du côté des économies développées, on est beaucoup moins, on est beaucoup moins développé. En tout cas, il y a un changement de spécialisation, plutôt une tertiarisation des économies récentes, ce qui explique un peu ces dynamiques hétérogènes entre les différents pays. Donc oui, on peut vraiment avoir des impacts hétérogènes à travers le monde, et notamment du fait de dynamiques socio-économiques qui sont un peu indépendantes des aspects, je dirais, écosystémiques ou autres, naturels, entre guillemets. Alors, on vient de le voir dans ce graphique, il y a une hétérogénéité entre les pays, et puis plus particulièrement, on va s'intéresser plutôt à la République démocratique du Congo, le Brésil, l'Indonésie, qui sont des pays plutôt forestiers, et ce qui fait le lien avec ma prochaine question, pour parler directement de la malédiction des ressources naturelles. La malédiction des ressources naturelles, c'est une corrélation négative entre le développement et les ressources naturelles qui sont exploitées, surexploitées. La captation des rentes déstabilise un certain nombre de choses, politiques, économiques. Très peu de ressources finissent par redescendre pour le pays et son développement, ce qui cause du coup, d'où le titre de malédiction des ressources naturelles, un manque à gagner pour le pays. Donc c'est un effet négatif d'un point de vue économique. Est-ce qu'on peut aussi ajouter un point de vue négatif du fait de la surexploitation de ressources naturelles d'un point de vue environnemental? Oui, je pense que oui, puisque si l'économie d'un pays repose fortement sur l'exploitation d'une ressource naturelle, par définition, celui-ci sera très dépendant de son exploitation, il sera donc sensible aux catastrophes naturelles, aux variations du prix sur les marchés mondiaux de ces ressources naturelles. Donc, ça va rendre très instable. Ça peut accentuer l'instabilité politique et économique que vous évoquiez. Et en plus de ça, la surexploitation, si jamais on est dans une logique, disons, rentière, d'exploitation maximale et non durable, on peut arriver à un épuisement des stocks et des ressources. Donc, et in fine, si l'économie n'a pas transitionné avant vers des modes de production hauts, tels, disons, ne s'est pas industrialisé ou autre, on se retrouve sans rien, plus rien à exploiter et plus rien à produire. Donc oui, on a clairement un lien entre l'aspect économique et environnemental. Alors, cette malédiction des ressources naturelles fait lien aussi avec la dégradation de l'environnement par les hommes. Est-ce qu'elle est uniquement récente ou on a des exemples déjà au cours du temps de dégradation de l'homme, de son environnement? Alors déjà, ce qui est très clair et en rapport avec le graphique qu'on avait montré précédemment sur les taux d'extinction d'espèces, donc en fait qui était 10 à 100 fois plus important en fonction du type d'espèce de nos jours que par rapport au taux naturel, c'est qu'on a une accélération récente depuis la révolution industrielle des impacts environnementaux de l'homme, que ce soit d'un point de vue écosystème, biodiversité ou climatique. C'est très clair, mais on a des exemples plus anciens de l'impact de l'homme sur l'environnement, très bien établis, très bien documentés. Tout à l'heure, j'évoquais la sédentarisation pardon, des hommes euh, et la déforestation qui s'en était suivie il y a 10 000 ans. Donc, sur le graphique de la part des terres émergées couvertes de forêt, on remonte pas jusqu'à cette période-là, mais voilà, on a eu un déclin continu de la forêt dans les pays développés, France-Angleterre notamment, jusqu'au
18e, 19e siècle, et ça a commencé il y a 10 000 ans, donc voilà, donc ça, je pense qu'on peut qualifier ça d'impact assez ancien, bien avant la révolution industrielle en tout cas, qui est souvent considéré comme point de référence de l'emballement, on va dire, du système Terre, du fait de l'impact anthropique. Et aussi, bon voilà, on a un exemple connu, celui de l'île de Pâques, où on a eu il me semble que c'était au XIIe siècle, je ne sais pas, il faudra vérifier, mais où on a eu des individus un peuple qui a surexploité ses forêts, ce qui entraînait une diminution des ressources disponibles. On évoquait tout à l'heure cette possibilité il y a une surexploitation, une diminution des ressources au bout d'un moment, si c'est pas géré de manière durable, diminution de la biodiversité et augmentation de l'érosion du sol, et voilà, et puis ce qui entraînait des crises socio-économiques majeures et une extinction de ce peuple de l'île de Pâques dont on voit toujours les traces aujourd'hui, mais voilà, ça s'est produit il y a plus de 1000 ans, il y a environ 1000 ans, non, un peu moins de 1000 ans, mais voilà, c'est aussi un exemple de catastrophe naturelle, entre guillemets, entraînée par la surexploitation de l'homme, qui est assez ancien. Vous venez de le dire, certains exemples sont beaucoup documentés, comme celui de l'île de Pâques, mais à des échelles localisées. Est-ce que là, du coup, c'est une première à une échelle mondiale d'une dégradation si intensive par l'homme de son environnement? Alors ouais, oui, là c'est clair qu'à l'échelle globale, mondiale, en tout cas à ma connaissance, c'est clairement la première fois qu'on a que ce soit en termes d'échelle et donc de zones touchées, donc c'est-à-dire la totalité de la planète Terre, hein, disons-le, et voire plus, et avec un impact d'une telle importance qui est pas en train de s'arrêter en plus de ça, qui est toujours en train d'accélérer. Donc oui, c'est vraiment la première fois qu'on affronte une telle crise environnementale à une telle échelle et d'une telle importance. Et du coup, ça pose aussi la question aussi euh, de ce qu'on appelle en économie la tragédie des biens communs. C'est la question de l'exploitation d'un bien dont tout le monde a besoin, à disposition. Euh, L'impact que ça a sur les hommes et l'activité humaine directement. Alors oui, très clairement, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, sur la gestion des ressources naturelles, du fait de leur nature intrinsèque, comme vous le rappeliez, le fait qu'ils soient accessibles à tous sans barrière, entre guillemets, ça a posé beaucoup de questions à des penseurs, à des chercheurs sur leur gestion durable, pour éviter justement cet effondrement. Des questions qu'on se pose toujours aujourd'hui, mais voilà, cette tragédie des biens communs, on a plusieurs hypothèses qui ont été formulées pour y répondre. Bon, la première, ce serait la privatisation des ressources naturelles, ce qui entraînerait, ce que supposent les auteurs qui préconisent cette solution, c'est que chaque individu, du coup, serait amené à gérer son stock de ressources naturelles de manière raisonnée, puisqu'il lui appartiendrait, et qu'il ne serait pas en concurrence avec un autre pour la prélever, la ressource. Donc voilà, et la deuxième solution qui a été proposée, l'extrême opposé, disons, c'est la nationalisation des ressources naturelles pour qu'elles soient gérées collectivement, avec une logique de planification. Et on a vu apparaître assez récemment des travaux sur des modes de gestion intermédiaires, et notamment qui peuvent dépendre de plus ou moins de privatisation, de mise en commun des ressources en fonction de la ressource en question, des peuples en question, de l'endroit en question, etc. Donc on a tout un dégradé en fait de mode de gestion des ressources naturelles. Il n'y a pas de dogme établi là-dessus. Et on le voit, il y a quand même un point commun, et notamment c'est ce qui est avancé par les travaux de Madame Ostrom sur la tragédie des biens communs. L'enjeu est sur l'attribution des droits de propriété. C'est le point commun entre toutes ces propositions. On va rentrer directement sur la troisième et dernière partie de cette conférence en ligne, qui est sur la protection de ces écosystèmes. On a évoqué avant les impacts et les facteurs et les impacts de la dégradation de l'environnement. Là, on va parler plutôt protection de ces écosystèmes. Antoine Villain, quels outils on a à disposition pour pouvoir les protéger? Alors déjà,
leur connaissance, disons la connaissance scientifique de leur fonctionnement, et voilà, c'est toujours le mieux d'avoir des prises de décision qui soient fondées scientifiquement. Je pense que c'est la première chose importante à souligner. Et la seconde, évidemment, c'est leur mise en œuvre, disons d'un point de vue politique, concrète. Et donc on dispose de plusieurs outils à cette fin. On s'est doté d'outils notamment de planification, pour ce qui est avec la question du carbone, de budget carbone à respecter avec des plans en fonction des secteurs, aussi que ce soit des secteurs pardon, d'émissions, mais aussi des écosystèmes pour maximiser leur absorption de carbone, une gestion durable de ces écosystèmes pour augmenter leur absorption de carbone, leur capacité à être des puits. Alors, comme on peut voir sur le graphique que j'ai fourni, il date de 2015, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est le principe des budgets carbone. Donc, en France, en tout cas, c'est comme ça que ça se décline. On se fixe pour des périodes de 5 ans, des plafonds d'émissions à ne pas dépasser. Malheureusement, on les a dépassés plusieurs fois, sauf la dernière fois, en tout cas de manière brute et pas nette. Je vais y revenir, vous allez comprendre pourquoi. Donc on a des plans de baisse d'émissions, des émissions de carbone, et notamment on vise la neutralité carbone en 2050 et une diminution, bon ici il fait référence à 40%, mais l'objectif a été rehaussé à 55%, notamment au niveau européen assez récemment, en 2030. Et on voit bien que les émissions, en fait, ce net zero emission, comme on dit en bon français, en fait, il suppose pas zéro émission de carbone, et il suppose d'un point de vue net, zéro émission, mais pas d'un point de vue brut. On va continuer d'émettre du carbone, mais il sera compensé par une absorption, et notamment par ces écosystèmes, puits de carbone et les forêts, puisque dans la stratégie nationale bas carbone française, le principal puits de carbone, ce sont les forêts. Mais malheureusement, ces dernières années, on a remarqué une diminution de l'absorption du carbone total stocké par les forêts françaises, alors que leur surface augmente à l'échelle du pays, un peu comme on le voyait tout à l'heure, à long terme, mais aussi à court terme. Leur surface augmente, mais le carbone qu'elles stockent diminue. En fait, c'est dû à ces effets de rétroaction, de boucle, d'amplification qu'on évoquait tout à l'heure, notamment avec le climat. Puisqu'il fait de plus en plus chaud, on a de plus en plus de sécheresse. Donc les arbres certains meurent de la sécheresse, du manque d'eau, ou ils sont plus sensibles aux maladies, etc. Donc, et in fine absorbent moins de carbone. Et donc on a eu la mauvaise surprise ces dernières années d'avoir une diminution du carbone absorbé par nos puits, ce qui est en totale contradiction avec notre stratégie. Donc voilà, c'est un peu la grosse problématique actuellement. Et ce qui est la question de la restauration des écosystèmes, des puits de carbone et de la maximisation de leur stockage, parce qu'on est sur la mauvaise pente. Et vous parlez de stockage, d'absorption, etc. Comment on mesure cette absorption? C'est théorique? Est-ce que c'est empirique? Comment tout ça est calculé? Alors, je ne sais pas exactement, il me semble qu'il y a des méthodes d'inventaire qui dépendent du type d'écosystème, donc voilà. Et aussi, il doit y avoir aussi, j'imagine, des relevés atmosphériques, la quantité de carbone dans l'atmosphère qui permettent de suivre son évolution. Mais je ne sais pas exactement pour tous les secteurs et comment ça se passe. Mais voilà, typiquement pour les écosystèmes que je connais, donc les herbiers marins, on va regarder la quantité de carbone stockée dans ces écosystèmes en moyenne. C'est typiquement dans la biomasse des plantes, donc dans leurs racines, dans leurs feuilles, dans leurs tiges, mais aussi dans le sol, dans les sédiments, exactement, puisqu'il s'agit d'écosystèmes côtiers. Et on peut estimer par unité de surface d'écosystème combien de carbone est stocké et essayer de faire des projections un peu à l'échelle globale, que ce soit d'un pays ou du monde entier. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été fait pour tous les écosystèmes côtiers marins tout ce qu'on appelle carbone bleu en fait, qui comprend ces herbiers marins, mais aussi les mangroves notamment. Que si, donc ça date des années 2010, donc ce serait plus autant aujourd'hui, mais si jamais on protégeait les écosystèmes existants de manière un peu plus volontariste et qu'on restaurait ceux qui étaient dégradés à une échelle qui est viable, on pourrait compenser 3% de nos émissions à l'échelle globale, mondiale, d'ici à 2030, ce qui est l'équivalent du secteur de l'aviation en fait. Donc c'est complètement Oui, énorme. donc on voit il y a
euh, la quantification permet d'avoir aussi une idée de ce qui peut être fait au niveau de la captation des émissions de gaz à effet de serre. On va continuer sur les puits de carbone. Euh, Est-ce que la compensation carbone, c'est une solution? On pense plutôt à des entreprises qui vont, pour atteindre cette neutralité que vous évoquiez tout à l'heure, euh, payer, planter des arbres pour pouvoir être en émission zéro net. Ou on le voit aussi, nous, à notre échelle, quand on fait l'achat d'un billet de train, d'un billet de bus, etc. On nous propose de compenser nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de carbone. Est-ce que la compensation carbone est une solution pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de carbone? Alors, pour ce qui est à l'échelle des acteurs privés, disons, cette solution a été beaucoup critiquée parce que pour son greenwashing supposé, parce que déjà c'est compliqué de faire un équivalent entre ce qu'on détruit et ce qu'on restaure, ou ce qu'on restaure, enfin ce qu'on détruit d'un côté et ce qu'on restaure de l'autre. Typiquement, un hectare de forêt primaire détruit, ce n'est pas du tout équivalent à un hectare de forêt secondaire replanté en termes de captation de carbone, on en est très loin. Donc voilà, donc c'est assez compliqué de faire des équivalents. Euh, Comme on l'avait dit tout à l'heure, bon là on parle que du carbone, donc c'est assez quantifiable, mais un écosystème, il y a beaucoup de dimensions dans sa valeur, et donc pour donner une valeur à quelque chose et le compenser exactement, ça c'est assez complexe. C'est pour ça que tous les rapports d'experts et de scientifiques appellent et privilégient l'atténuation, du coup la diminution des émissions et de nos impacts plutôt que leur compensation. D'abord, et ensuite compenser si jamais ce n'est pas possible. Donc pour ce qui est de ce que font les grandes entreprises privées notamment, je ne suis pas expert du sujet, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de critiques à ce sujet, puisque déjà il n'y a pas de mécanisme unifié de compensation carbone à l'échelle internationale. Donc voilà, lorsqu'une entreprise vous dit qu'elle compense et que c'est certifié par tel organisme, ça peut varier d'une entreprise à l'autre, on ne sait pas vraiment si c'est du solide ou pas. Donc voilà, et aussi c'est compliqué d'estimer l'impact qu'on a sur le carbone, sur les écosystèmes, etc. Parce qu'en fait, il suffit pas d'estimer ce qui se passe une fois dégradé et ce qui se comment dire enfin pardon, ce qui se passe une fois restauré. Par exemple, si on restaure une forêt, on peut pas comparer si on restaure une forêt et s'il n'y avait pas de forêt. Il faut comparer si on n'avait rien fait, qu'est-ce qui se serait passé. Et donc voilà, donc des fois certains s'amusent à comparer ce qu'ils font à un scénario, on va dire, nul, où rien ne se serait passé, alors que naturellement la forêt aurait regrandi, etc. Donc in fine, la valeur ajoutée de la restauration ou de la personne ou de l'entreprise est nulle dans ce cas-là. Donc ça pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, dans les plans qui sont établis au niveau national, en tout cas en France, pour ce que je connais, on compte, euh, on compte assez peu là-dessus. Ok, donc il y a quand même un biais entre de quantification par rapport à ces compensations et l'impact réel, et notamment si on rejoint le tout premier graphique qu'on a vu au début de cette conférence en ligne sur l'impact de la biodiversité sur un certain nombre de facteurs et d'activités humaines. On va se recentrer sur l'échelle européenne dans un contexte récent aujourd'hui. Il y a quelques mois ont eu lieu, quelques semaines, les élections européennes. À cette échelle-là, on parle souvent de Green Deal. Est-ce qu'il permet d'être ambitieux sur la question de la protection des écosystèmes? Alors, encore une fois, tout dépend de ce qu'on entend par ambitieux. Disons que par rapport à ce qu'il devait contenir à la base et disons son futur envisagé du fait des résultats des élections, on peut être assez pessimiste sur le résultat, puisqu'on a eu notamment sur des textes majeurs, ce qui concerne les écosystèmes, le texte de restauration de la nature, on a eu voilà, pour que la majorité des parlementaires européens le votent, il y a eu des amendements, des concessions, une baisse
comment dire, des ambitions sur certains aspects, ce qui est assez dommage, mais en soi, en tout cas, si on compare au-delà de notre point de vue européano-centré, à l'échelle du monde, oui, c'est clair qu'il y a une grosse ambition environnementale au niveau de l'Union européenne. Euh, Puisque je pense qu'en termes d'impact actuel et d'ambition future, l'Union européenne fait partie c'est pas exactement d'un pays, mais si on compare aux autres pays, en tout cas, des plus vertueux, et joue un grand rôle dans les négociations climatiques. Et on voit bien qu'il y a un gros effort d'intégration entre les pays européens, puisque typiquement, lors des COP, en fait, la négociation se fait au nom de l'Union européenne, et donc et les engagements pris dans le cadre des accords de Paris se font au niveau de l'Union européenne, ce qu'on appelle les NDCs, donc Nationally Determined Contributions. Donc, pardon, ça se fait au niveau de l'Union européenne, donc on a un gros effort d'intégration, grosse ambition avec ce 55% en 2030 et la neutralité en 2050. Donc voilà, ça pourrait être mieux, mais je pense que par rapport à d'autres pays, en tout cas, on s'en sort mieux. Puis on le rappelle, l'Union européenne a un certain poids politique, économique. D'un point de vue économique, ça représente pratiquement 20% du PIB mondial, donc elle a un poids quand même qui est non négligeable, qui peut être utilisé lors de ces négociations. On va se recentrer encore un peu plus sur le cas de la France. La France a certaines particularités géographiques. Elle possède une des plus grandes ZEE mondiales. Elle a aussi une partie, grâce à la Guyane, en Amazonie. Elle a une diversité du territoire, d'écosystèmes sur l'ensemble du globe. Est-ce que la France peut jouer un rôle majeur dans ces négociations, avoir un impact important, même si son ratio d'émissions de gaz à effet de serre est minime par rapport à des grandes puissances. Alors là-dessus, pour rebondir sur la fin d'abord, et puis ensuite revenir au départ de votre question, pour ce qui est de la part de la France, déjà, comme on vient de l'évoquer juste avant, on a le levier de l'Union européenne qui est quand même non négligeable. Et voilà, la France étant, disons, le deuxième pays le plus influent de l'Union européenne, et étant donné les émissions totales, et vous évoquiez le possible impact que pourrait avoir dans les négociations de l'Union européenne, c'est loin d'être négligeable. Donc on a déjà ce levier-là qui est extrêmement important, faut pas du tout négliger. Ensuite, pour ce qui est de la France elle-même en termes d'émissions, alors oui, on est à environ 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc déjà, il faut le remettre comment dire, en rapport avec le poids de la population française dans la population mondiale, qui est inférieur. Par rapport à un humain moyen, un Français émet beaucoup de carbone. Donc déjà, si on est dans une logique d'équité, qu'entre guillemets on va avoir un poids dans les négociations, etc. Et c'est toujours mieux de faire bien chez soi avant de demander aux autres. Donc il faut pas oublier ça. Ensuite, pour ce qui concerne les atouts de notre territoire, alors déjà notre poids économique, ce qui explique aussi nos émissions importantes par rapport à notre poids démographique. On a un levier ici, via l'Union européenne encore une fois, via nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport aux échanges commerciaux, etc. Et aussi on a peut-être des moyens supérieurs à certains autres pays au niveau technologique, en termes de recherche et développement. Et en plus de ça, vous le soulignez donc au début de votre question, on a un territoire qui est assez important et très divers en termes d'écosystèmes, de biodiversité et de puits de carbone notamment. Et donc oui, ça passe. Si on veut respecter en tout cas notre feuille de route, déjà, comme je le disais, avant de vouloir que les autres la respectent, il faut déjà respecter la nôtre. Il faut que tout le monde respecte la sienne. Et on voyait bien que sur la question des puits de carbone, on allait, je le disais tout à l'heure, dans la mauvaise direction, puisqu'on absorbait de moins en moins de carbone sur le territoire via les écosystèmes, via les puits de carbone. Il faudrait inverser la tendance. Et surtout, on a des écosystèmes entiers qui sont pas considérés ou peu dans notre stratégie. Et j'en viens à mon sujet de thèse, des herbiers marins donc, ces écosystèmes côtiers qui stockent énormément de carbone, qui ne sont tout simplement pas considérés dans la stratégie nationale bas carbone. Donc on se prive peut-être de levier là aussi. Donc voilà, et cette ZEE qui est importante, et oui, on l'a vu, notamment la ZEE,
ça renferme beaucoup de choses, une souveraineté sur les eaux territoriales et notamment dans leur exploitation. Qui dit exploitation des eaux côtières dit pêche. Et donc, on l'a vu pour les écosystèmes marins, la pêche, c'est la plus grosse menace à laquelle ils ont à faire face. Donc oui, dans notre mode de gestion des stocks de pêche, des pêcheries, dans la prise en compte de tous les écosystèmes au-delà des forêts, dans la gestion des forêts, on a, et de par notre impact, nous déjà, et les leviers d'influence dont on possède, que ce soit économique et ou via l'Union européenne, on a clairement un grand rôle à jouer, je pense. On va revenir un peu sur la notion de bien commun et revenir un peu sur les situations propres à chaque pays. La France est un pays développé qui peut investir en recherche et développement et s'investir sur certains programmes de protection de l'environnement. Ce n'est pas forcément le cas de pays en voie de développement qui ont des ressources. On pense par exemple à certains pays d'Afrique équatoriale ou d'un pays d'Amérique latine avec l'Amazonie qui n'ont pas forcément les ressources pour protéger leur environnement et qui ont en face des besoins de développement face à leur population. Est-ce que c'est aussi un gros enjeu dans la protection des écosystèmes? Alors oui, clairement, parce que déjà, en termes de puits de carbone, la plupart de ces puits de carbone, justement, se trouvent dans ces pays dits en développement. Et lorsqu'on possède moins de moyens on a moins de préférence pour l'environnement, pour le dire un peu d'une manière économiste, mais en tout cas, on s'y intéresse moins et on s'en préoccupe moins, puisque on s'intéresse d'abord à sa propre subsistance, ce qui paraît logique. Donc il y a très clairement, et puis il y a une histoire de justice aussi, puisque les émissions historiques, puisque le carbone, le cycle du carbone dans l'atmosphère est très long, donc on est sur des échelles de temps très longues, et donc si on regarde les émissions de carbone historiques et donc les responsabilités de chacun dans le réchauffement climatique actuel et futur, les pays occidentaux et la Chine sont les principaux responsables du réchauffement actuel, et ce sont les pays dits du Sud qui vont subir les plus grosses conséquences. Euh, que ce soit pour une gestion de justice, d'équité, de moyens, il paraît difficile de faire sans des moyens de compensation du nord vers le sud, et ça a très clairement été très vite compris et mis en avant par les pays dits du sud. Mais le problème, c'est que voilà, il y a eu des promesses qui ont été faites, déjà qui paraissent insuffisantes, en tout cas pour les experts. Moi, je suis pas expert à ce sujet-là, mais qui paraissent insuffisantes et qui sont même pas respectées. On a des fonds de réparation, etc., de compensation, dans le cadre des négociations climatiques qui ont été créées et qui n'ont pas été abondées à la hauteur des promesses qui étaient déjà insuffisantes. C'est clair c'est un des impensés, enfin pas un des impensés, mais en tout cas là où on échoue le plus, je pense, dans la résolution des changements globaux. Vous venez de parler de compensation, ce qui fait le lien directement avec ma prochaine question. Euh, on parle parfois de mettre un prix euh, à une valeur environnementale, à un écosystème. Euh, est-ce- quelle est la méthode? Est-ce que on arrive à avoir une appréciation qui peut être juste? Est-ce que c'est un outil de sensibilisation plutôt qu'un outil d'incitation? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples et nous aiguiller un peu dans l'efficacité de cette tentative de mettre un prix sur la valeur des écosystèmes? Alors, pour ce qui est de l'efficacité, ça va dépendre des cas. C'est un des outils dont on dispose de politiques publiques avec d'autres, notamment les subventions et la réglementation. Voilà, ça va dépendre de ça, mais aussi de l'acceptabilité sociale. Pour ce qui est du carbone, on l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, puisqu'on a le produit de la taxe carbone n'a pas été reversé aux plus précaires, notamment qui ont dû faire face à l'augmentation du prix de l'essence. En fait, la logique de la taxe, que ce soit, bon, je prends l'exemple du carbone parce que c'est le plus commun et le plus évident, mais on pourrait l'imaginer sur n'importe quel type de pollution, de dommage environnemental et de service environnemental rendu, de service écosystémique, pardon. Pour ce qui est du carbone,
Le but est d'inciter justement le consommateur à se pencher vers d'autres alternatives. Donc, typiquement, si on augmente le prix de l'essence, il y a une taxe, la voiture électrique devient moins chère relativement à la voiture à essence, et le but est de pousser le consommateur à acheter une voiture électrique, ou se déplacer en vélo ou à pied, ou de utiliser moins sa voiture pour les petits trajets, etc. Donc c'est clairement dans une logique incitative. Après, il faut penser la question de l'équité l'utilisation du produit de cette taxe. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est le grand impensé des tentatives récentes sur ce sujet. Et ce que mettre une valeur aux écosystèmes permet de relever l'importance qu'ont les écosystèmes dans la protection de l'environnement et dans la transition pour réduire au plus possible l'impact du changement climatique. Alors, je ne sais pas si ça a un effet de déclencheur, entre guillemets, de prise de conscience. J'en suis pas sûr. Je pense qu'on est typiquement dans une logique incitative. Mais voilà, je veux dire, notamment au niveau des acteurs économiques, que ce soit les consommateurs, les ménages ou les entreprises. Et typiquement, moi, je parlais de la forêt un peu plus tôt dans la conférence. Si on prenait dans l'ensemble de sa valeur et pas celle qui est uniquement marchande, c'est-à-dire son bois, etc., son prix à l'hectare serait deux fois plus important. Et si on imagine, par exemple, que cultiver du soja à la place rapporterait 1,5 fois plus, si on prend en compte la valeur de la forêt, on déforeste pas, et si on la prend pas en compte, on déforeste. En gros, si on respecte la logique économique qui est celle de la maximisation du profit. Donc, je pense qu'on est dans une approche purement incitative, et ce serait justement plutôt mal perçu par les gens de mettre un prix, par exemple, aux aspects récréatifs de la forêt. Ce serait assez mal perçu parce que bah, les gens en profitaient gratuitement avant, et le fait de devoir payer, ce serait, au lieu de leur faire prendre conscience, je pense que ce serait plutôt juste mal perçu. Et ça, c'est d'autres questions et d'un sujet économique assez intéressant, le consentement à payer pour, euh, pour certains services et autres sujets comme les écosystèmes. On arrive au terme de cette conférence en ligne. Antoine Levillain, pour conclure, que faut-il retenir des enjeux des écosystèmes face aux émissions de carbone? Alors, je pense qu'il faut tout d'abord retenir, en tout cas ce qui est très méconnu du grand public, c'est cette dualité dans la problématique environnementale. C'est la question de la biodiversité des écosystèmes et la question du changement climatique. On pense souvent au changement climatique, au carbone, etc., mais on pense assez peu aux écosystèmes, à la biodiversité, aux extinctions de masse, la perte de ressources naturelles, etc., tout ce que ça peut engendrer, tout ce qu'on a décrit pendant cette conférence. Et c'est important dans tous les cas, même si on s'intéresse plus à l'un qu'à l'autre, puisque les deux interagissent très fortement, comme j'ai essayé un peu de vous le démontrer. On a des formes de boucles d'interaction entre les deux, et la dégradation de l'un a tendance à amplifier la dégradation de l'autre. Donc, que ce soit la question quand je pense à carbone, je pense à l'aspect climatique ou des écosystèmes, de la biodiversité. Je pense que le mot d'ordre à retenir, c'est qu'ils sont intrinsèquement liés, et qu'on a ces deux problématiques-là à régler. Eh bien, merci pour ce mot de la fin, Antoine Levillain. Merci pour votre présence à cette conférence en ligne. Je rappelle, vous êtes doctorant à l'I2ES et l'ICEM. Merci une nouvelle fois pour votre participation. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir cette conférence en ligne et les précédentes sur le site d'Adoc Solutions. Vous pouvez également consulter l'ensemble de nos actualités sur le site internet et les réseaux sociaux associés, à savoir X, LinkedIn et Facebook. C'était une conférence produite et réalisée par Adoc Solutions. Adoc Solutions, une solution pour vous. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.